Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Andreas Vlasak. Tu es VP Design chez Forvia et le nouvel invité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Andreas, bonjour. Bonjour Paul, c'est avec plaisir. Écoute, plaisir partagé. Aujourd'hui, on va discuter de ton rôle de VP Design, de ton parcours pour arriver à être VP Design chez Forvia et puis le rôle que tu as. Tu gères aujourd'hui une centaine de designers un peu partout dans le monde sur du design industriel et automobile. Donc, on va découvrir un peu tout ça, comment on fait pour manager une centaine de personnes et qui plus est des designers. Et puis ensuite, on va aussi discuter de l'évolution du design dans l'univers de l'automobile qui, j'ai l'impression, évolue chaque année, voire chaque dizaine d'années, cinquième d'année. C'est assez continu. Et puis, surtout pour anticiper toutes ces évolutions, parce que j'imagine qu'entre l'idée que vous avez, vous designers, et le moment où c'est intégré dans une voiture, il peut se passer plusieurs années. Donc voilà, on va discuter de tout ça et puis comprendre en filigrane tes convictions de designer dans ton métier que tu as maintenant depuis plusieurs années. Andreas, la première question que j'aime poser à mes invités, c'est toi, à quel moment tu découvres le design dans ta vie et que tu te dis tiens, c'est le métier que je veux faire plus tard. Justement, c'est comme tu dis, ça fait quelques années que je le pratique, donc ce petit moment dont tu parles, ça fait déjà très longtemps. Et effectivement, c'était pas un moment, c'était pas un clic que j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait dire c'est ça ce que je veux faire. Je pense que c'était un petit peu graduel. C'est peut-être pas spectaculaire de le dire, mais j'ai aimé dessiner quand j'étais enfant, j'ai visualisé. C'est peut-être un petit peu déjà présent dans la famille, mais pas plus que ça. Et donc, toute la partie créativité, de dire, je vois quelque part un problème, j'ai envie de le résoudre. Donc, c'est un petit peu le côté, je veux trouver un concept qui me facilite la vie. Et en général, on peut écrire ce qu'on pense, mais c'est toujours mieux si on dessine ce qu'on pense et si ça se matérialise. Comme ça, petit à petit, je suis arrivé là. Et d'ailleurs, à l'époque, pas du tout lié à l'automobile. C'était vraiment produit, ça aurait pu être quoi que ce soit. Et je n'ai pas fait des études de design automobile ou je ne sais D'accord. pas comment on l'appelle maintenant, mais plutôt design produit. D'accord. Donc là, tu fais une école de design. Est-ce que c'était spécialisé dans le design ou est-ce que tu fais autre chose justement pour ensuite après arriver dans le design? Je fais juste une année d'études un petit peu de l'ingénierie, mais Mhm. plutôt pour me donner le temps de préparer un book, ce qui montre déjà que je n'étais pas déjà préparé. Bon, c'était aussi à l'époque, je suis allemand, comme on l'entend avec mon accent. En Allemagne, à l'époque, il y avait encore le service militaire, donc j'ai Ouais. essayé de ne pas devoir le faire. J'ai réussi, mais d'un coup, j'ai réussi. Et donc, d'un coup, j'étais libre, donc trop tard pour préparer un portfolio, un book. Donc, du coup, une année études mécaniques, ce qui est pas mal, comme un petit peu fondement, et après des études de design dans une école difficilement prononçable, pas très connue, Schwäbisch Fachhochschule Schwäbisch Gmünd. Répète. En effet, ça va être trop compliqué pour moi. Et ouais, en effet, c'est drôle parce que justement, on va retrouver au final ces études de mécanique, on va les retrouver au fur et à mesure de ta carrière. Tu restes quand même dans des produits dans lesquels il y a des mécanismes
et il faut bien comprendre l'ingénierie pour pouvoir aussi designer quelque chose de réalisable et de pertinent. Oui, je dirais que c'est, évidemment, je peux raconter l'histoire que c'est à travers de cette année des études. Moi, je pense que c'est plutôt une curiosité dans la vie Ouais. d'essayer de regarder ce qui se passe. D'ailleurs, pour la partie technique, mécanique d'un côté, mais aussi pour la partie purement business, pour la partie, je dirais presque psychologique du design, de la psychologie, de la perception et tout ça. Donc, il faut, bon, un vrai designer s'intéresse à tout ce qui est adjacent au Ouais. métier de design. D'ailleurs, le design est plus grand que le métier design, parce que le design englobe tout ce qui est autour du design. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu démarres ta carrière chez Whirlpool. Euh, Raconte-nous un petit peu les débuts de tes produits, sur quoi tu travailles et un peu à cette époque-là, ce que tu Pour fais être chez eux. pas tout à fait tout de suite Whirlpool. Moi, Ah, j'ai fait, pour les études, j'ai travaillé un petit peu dans une petite agence de design qui était dans le sud de l'Allemagne pour déjà gagner un petit peu ma vie pendant les études. Et cette d'accord. agence-là m'a embauché après, mais Ok, ça tenait pas. Donc après, j'étais dans une autre toute petite agence à Lyon d'ailleurs, à ok, côté, qui n'existe plus, Gauthier Design. C'est là, en fait, où j'ai appris d'abord un petit peu une vie internationale, parce qu'il y avait rien d'international dans moi. Et après 2 ans dans une agence qui était bien, toute petite, on fait tout, logiquement. Tu as fait un petit peu le tour de tout. Après, j'ai fait vraiment du temps off avec une amie. On était parti en Afrique en vélo, donc on a fait vraiment une pause pendant très longtemps. Et en revenant, effectivement, j'ai cherché du travail. Je trouvais dans une grosse société pour la première fois, qui était Whirlpool, donc la boîte des électroménagers, mhm, qui est implantée avec leur siège pour l'Europe dans le nord de l'Italie. Donc, je suis arrivé en Italie. Et donc, je fais des choses qui, je ne veux pas parler mal de ça parce que c'est très important, c'est très intéressant. Des produits qui sont des boîtes blanches comme un lave-vaisselle, un four ou un frigo. On dirait, mais comme design, c'est très limité. Mais donc, au niveau interaction, il y a énormément de choses qui se passent. C'est très fortement lié à la culture parce d'accord. que la façon de faire, par exemple, la cuisine dans un pays comme l'Italie est différent qu'aux Et oui, États-Unis, etc. Donc, ça se reflète dans la définition des produits. Donc, on entre très, très fort même dans l'histoire et les cultures des peuples, je trouvais tout à fait intéressant. Effectivement, après 5 6 ans que j'étais là-bas, au bout d'un moment, on a fait ça un petit peu. ouais, on a fait le tour un peu. Mm. Mais là-dedans, justement, j'ai appris d'ailleurs de fonctionner dans un grand environnement complexe avec toute la politique des grosses sociétés, ce qui est positif dedans, ce qui est moins positif dedans, ce qui est normal. J'ai appris aussi à l'intérieur d'une grosse société de gérer l'image d'une marque, parce qu'il y avait plusieurs marques. Donc moi, j'avais justement la responsabilité de la marque Whirlpool même. Après, il y avait d'autres marques françaises, italiennes, allemandes, américaines, coréennes, etc. dans le même groupe. Mhm. Et donc, responsabilité produit et responsabilité marque avec un œil de design. Et c'est là aussi que tu commences le management et que tu découvres le management. En plus, dans un pays où je sais pas si tu parles italien, mais est-ce que justement tout se passait déjà peut-être en anglais, comme tu étais déjà dans quelque chose d'assez international? Oui, bon, c'était une boîte internationale, déjà une boîte américaine avec leur Mm. siège en Europe. Donc, au travail, c'était relativement international, relativement anglais. Mais quand même, dans un studio, dans le quotidien, on travaille aussi avec les prototypistes, etc., Ouais. qui parlent pas forcément autre chose que l'italien. Donc, quand je suis arrivé, je parlais juste pizza et rien d'autre. Oui, non, Ok. je parle italien, donc ça, c'est bien. Mais bon, je pense pour le management, c'est pour le leadership en général, oui, il faut parler la langue. Je pense que c'est très clair. Il faut être proche des gens, il faut comprendre les subtilités. Donc, je pense que la langue ou les langues, c'est vraiment important pour être un bon leader. Je pense que c'est important. Ouais. Et peut-être pour dire, comme tu viens de dire, j'ai appris un petit peu le management, c'est vrai, mais sans que ça soit un plan. Il y a des gens qui ont des plans de carrière. Mhm. Et c'est cool. Tant mieux pour eux. Moi, j'en Bien ai sûr. jamais eu. Je voulais Ouais. jamais être manager, leader, vice-président, des choses comme ça. J'ai eu des opportunités. Je pense là, après coup, je pourrais dire, j'ai eu beaucoup de chance que les bonnes opportunités sont arrivées au bon moment et j'étais assez rapide pour dire oui. Euh, je comptais pas le Ouais, oui. et puis t'as été aussi assez bon pour les convaincre de te faire des propositions aussi. Sans même trop le chercher. Donc, c'était Mhm. l'agréable, c'est pas vraiment un truc planifié. C'était pas l'obstination. Je veux être dans 5 ans à une certaine position. Donc, du coup, aussi pour le leadership des équipes et pour le management des gens,
Je pense de manière assez naturelle, ça s'est développé plutôt comme ça se développe entre humains et pas parce Ouais, que ça fait partie d'un plan de carrière. ouais, je comprends, je comprends. Ok. Et, euh, et donc ensuite, tu passes par Johnson Controls Automotive. Donc là, c'est ton entrée dans le monde de l'automobile. Euh, Tout à fait. Et donc, pourquoi tu vas vers, enfin voilà, pourquoi ça évolue de justement Whirlpool vers l'automobile et peut-être, voilà, qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? c'est une très bonne question parce que d'abord, j'ai pas cherché du travail à ce moment-là, j'ai été contacté et bon, c'était Mhm. suffisamment alléchant pour que finalement j'avais dit oui. Je pense sur un plan purement personnel, on pourrait peut-être dire que c'est complètement stupide ce que j'ai fait parce que je vivais sur le lac Majeur avec les montagnes enneigées derrière, avec des palmiers en Italie. Et j'ai Ouais, pris un job. De nouveau, boîte américaine, Johnson Controls, leur siège européen, c'est à côté de Cologne en Allemagne. d'accord. Et j'ai commencé à vivre à côté d'un carrefour d'autoroute dans le nord de l'Allemagne, ou dans l'ouest plutôt de l'Allemagne. Ouais, c'est une autre ambiance. Et oui, pour le dire prudemment, oui, c'est notre ambiance, exactement. Mais, et en plus, l'autre chose qui m'a fait hésiter, je suis très honnête à l'époque, comme je viens de dire, je travaille pour des produits qui finissent dans les cuisines des gens, donc c'est vraiment B2C, tu es vraiment très proche des consommateurs, donc des Mhm. besoins des utilisateurs. Et je finissais chez un grand équipementier d'automobile dont les clients directs ne sont pas les consommateurs, mais les constructeurs d'automobiles. Donc Ouais, je l'aspect un comprends. peu B2B était nouveau pour moi, donc avait son charme, et c'est intéressant, mais ça fait aussi un petit peu peur. Mm. Est-ce que je peux vraiment faire un design pour ceux qui l'utilisent ou pas? Oui, et puis la recherche utilisateur, elle est beaucoup moins. Enfin, ça passe peut-être par des filtres que tu n'avais peut-être pas quand tu étais chez Whirlpool, où bah, vous faisiez vos tests et vous voyez comment les gens évoluent et s'ils apprécient s'ils apprécient votre design et s'ils ou pas d'ailleurs et le retour et ok. Tout à fait. Ça, c'était un petit peu la crainte mais qui s'avérait pas forcément correcte parce Mm. qu'effectivement, même quand tu es équipementier, comme là chez Forvia depuis très longtemps, tu travailles quand même à la fin en pensant à l'utilisateur final. Et si tu as un bon concept pour ces gens-là, tu arrives à convaincre ton client direct qui est un constructeur d'automobile. C'est ça. Donc, bon, ça, c'était un petit peu les raisons qui m'ont fait douter. Après, la raison qui a vraiment, pour répondre à ta question initiale, qui a vraiment fait que je fais le switch entre Whirlpool et Johnson Controls à l'époque, c'est l'automobile, c'est quand même un produit fascinant. Il y a tellement d'émotions autour, positives ou négatives. C'est déjà un environnement complet. Si je crée un produit aujourd'hui, si c'est un meuble ou si c'est un petit appareil ou un électroménager, je maîtrise pas l'environnement dans lequel il va atterrir chez quelqu'un. Quand je fais notamment l'intérieur d'une voiture, je dessine tout un environnement complet. Je Mm. maîtrise la totalité de cet espace-là, d'une certaine manière. Donc ça, Ouais. c'est quand même extrêmement important. En plus, là, on parle de 1999, donc juste avant 2000, que je fais ce changement. Donc c'était le début où l'électronique faisait vraiment son entrée dans l'automobile. Il y a Ouais. énormément de choses qui se sont passées. Donc, super C'est ça, fascinant. ouais. C'est l'arrivée, c'est ça, j'imagine des tableaux de bord, voilà, où il y a un peu plus d'interaction, où c'est, en tout cas, euh, voilà, il y a plein de nouveautés qui arrivent et et puis en plus, bah, en Allemagne, l'automobile, j'allais dire, c'est sacré, mais je sais pas si, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, nous, vu de France. C'est quelque chose qui fait partie entièrement de la culture allemande et donc on est un peu au meilleur endroit pour découvrir ce milieu-là. Tout à fait, tout à fait. Non, c'était fascinant. Et après, justement, c'était 4 ans où je commençais à l'idée le studio plutôt advanced design, donc tout ce qui sont les projets un petit peu conceptuels, un petit peu la prospection. Et après 4 ans, bon, il y a quelqu'un de Forestia à l'époque, Ouais, qui c'est m'a ça. contacté en direct. Ça, c'était très beau. Il n'y avait pas de headhunting, etc. Pas de chasseur de tête. C'est vraiment une personne qui avait une position de leadership chez Forestia à l'époque qui m'a vu lors d'un congrès, d'une conférence où j'ai parlé, qui m'a contacté direct. Donc, c'était très personnel aussi, cette deuxième switch à l'intérieur de la même industrie. Ben ça, je trouve ça intéressant que tu me dises ça parce que tu sais, moi, dans mon rôle avec mon entreprise Design Club, on aide les designers
à trouver les meilleures opportunités de carrière. Et donc, certes, il y a les offres d'emploi, il y a aussi un peu parfois le marché gris, c'est-à-dire on sait qu'il y a une offre, elle n'est pas encore en ligne ou elle n'est pas vue au-dessus de tous, et donc le réseau fait que. Et puis, moi, c'est ce que je pousse beaucoup les gens aussi à justement prendre la parole. Aujourd'hui, avec Internet, on peut faire. Il y avait des blogs, il y a eu l'époque des blogs, il y a eu l'époque de plein de choses. Maintenant, c'est beaucoup de la vidéo, du podcast. Et puis aussi le fait de prendre la parole dans des meet-ups, dans des conventions et tout. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Et ça, franchement, c'est vraiment un aspect qui est important. C'est comme ça qu'on peut se faire voir aussi de la part des recruteurs. J'imagine que tu as peut-être recruté aussi des gens après, toi, comme ça, peut-être. Et je trouve que c'est important de partager, et en partageant, sans attente spécifique pour la suite, et ben parfois, il se passe beaucoup de choses positives. Je confirme. Et comme tu dis, d'un côté, comme on avait déjà dit au début, le design, c'est un métier qui est par définition, qui s'intéresse par définition à tout ce qui se passe autour, les autres disciplines autour. Donc, si on ne sort pas de son job quotidien pour se confronter un petit peu au même environnement, mais avec d'autres personnes, à regarder sa même situation à travers justement un prisme différent, on risque de louper énormément de choses. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette ouverture et de s'exposer aussi à l'inconnu qui va avec. Ouais. Et là, quand tu arrives chez Forestia, c'est pour du management, c'est une équipe déjà très établie. Voilà. Comment tu arrives là-bas? Quels sont les projets sur lesquels tu vas, et quelles sont tes découvertes en fait? Au contraire de Johnson Controls, Forestia avait le design beaucoup moins développé. Le job que j'ai pris était justement être responsable design pour toute la société, et ce job-là n'existait pas avant, donc je n'ai pas remplacé quelqu'un. Il y avait des designers un petit peu éparpillés dans les services R&D à travers plusieurs centres, mais très très peu en nombre, et qui collaboraient même vraiment pas. Il n'y avait pas vraiment une identité design. C'était j'allais dire, c'est vraiment l'entreprise d'ingénieurs pour l'ingénierie des ingénieurs. C'est ça. Oui. Et donc, il y avait 2-3 designers un peu perdus parce que bon, fallait quand même dessiner, entre guillemets, concevoir, et puis ensuite c'était le rôle des ingénieurs. Ok. Et donc, en effet, là tu te dis le champ des possibles, il est juste gigantesque. Et quand on se dit qu'entre le moment où tu es arrivé et qu'aujourd'hui vous êtes une centaine de designers, tu avais senti sûrement ce potentiel, et ils ont su t'accompagner aussi pour aller très loin quand même. Certainement. Et je pense plus important que le nombre de designers qui effectivement a évolué. C'est parce que la taille de la société a évolué, c'est clair. Mais c'est surtout le rôle que le design joue aujourd'hui. On est beaucoup plus au centre des stratégies. Certes, pas seul. Un design seul, jamais l'idée d'une grosse société. Mais on a un rôle vraiment vu et reconnu, surtout aussi par le PDG, le top leadership, de la définition de l'offre future, des stratégies, des contacts avec les clients au niveau des studios design et le leadership en général. Et ça, justement, c'est pas quelque chose que tu peux faire seul, et à la fois, c'est quand même toi qui le représentais. Comment, là, sur ces années jusqu'à aujourd'hui, vous avez réussi à faire que le design soit justement beaucoup plus au centre? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu pivots? Est-ce que aussi le fait que la société s'ouvre de plus en plus, et peut-être que les leaders avec qui tu échangeais étaient peut-être un peu plus touchés par le design? Est-ce que tu peux un peu nous donner toi ta vision de comment ça a évolué
cette vision Je design? pense que comme l'évolution en général de l'industrie, le design était dans l'automobile fortement du Oui. style dans le sens réduit, certes très important, parce qu'on parle d'un objet, on parle d'une sculpture, on parle de la beauté qui est attractive ou pas, et surtout plus ça a évolué vers l'intérieur, on focus sur l'intérieur, donc sur l'usage du produit automobile à l'intérieur, avec pas seulement celui qui est sur le poste de conduite, mais aussi les autres, les enfants derrière, etc. Ouais. Puis ça devenait du vrai design dans le sens conceptuel. Donc ça demandait déjà beaucoup plus de réflexion, euh, oui, vraiment du design, du concept dans son sens large par rapport au sens beaucoup plus réduit du mot style. Donc déjà ça a eu lieu pendant cette période. En plus, je pense qu'il est très important, c'est l'industrie automobile qui était peut-être la dernière qui avait tout simplement dicté ce qu'il fallait faire. Et les gens, en tout cas, dépensaient énormément d'argent et achetaient ce que l'industrie a proposé. Ça a comme lentement shifté vers la situation où on est aujourd'hui, où c'est quand même très fortement les besoins des consommateurs qui déterminent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et c'est pas seulement un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de chevaux d'une voiture qui vont faire qu'elle va se vendre. Ouais. Et on peut dire malheureusement, mais je pense pour les gens comme nous, designers, heureusement, il y avait des vraies crises sur ce parcours. Et dès qu'il y a une crise, actuellement, On on se peut quand remet en même question. parler de On se certaines remet. crises. La grande crise de 2008, 9, etc. Ça nous, oui, on peut se mettre en question et je dirais plutôt, on est obligé de se mettre en question. On ne peut pas dire, bah, ça a toujours été comme ça, alors pourquoi changer? Non, ça ne marche plus, alors il faut qu'on change. Et là, on est nécessairement projeté au cœur de ce qui se passe, parce qu'on fait partie de ceux qui doivent redéfinir ce qui est le produit automobile. Ouais, et donc, toi, en fait, dans la vision de ce que tu as vécu, tu vois les fameuses crises un peu, bah, on est face au mur et donc à chaque fois, face au mur, on prend un petit pas de recul et puis on, on fait les choses un petit peu autrement. Et au fur et à mesure de ces crises, le design prenait de plus en plus de place. Je dirais que oui, effectivement, parce que je pense qu'on Ok. a bien joué notre rôle, évidemment, on fait partie du problème, donc on doit faire Vous êtes partie des de la problème solvers, ouais, ça fait mais partie. effectivement, je pense que le design a su à chaque fois s'imposer un petit peu plus aussi avec les bons profils. On a une équipe vraiment des personnes qui sont très très larges, très polyvalents dans leur orientation et vraiment bien les utiliser. On a introduit toute la partie user experience. Maintenant, tout le monde en parle, mais il y a 20 ans, on n'en parle pas. Ouais. On parlait pas. Et Et donc ça, donc ça, on ressent aussi que la société s'est adaptée enfin, que tous les différents décideurs et se sont adaptés aussi à cette vision-là de user experience. Et tu vois, moi, dans un de mes tout premiers podcasts, j'ai eu un retour d'expérience. Alors, c'était quelque chose de tout petit, mais je me dis peut-être qu'à ton échelle, il y a pu arriver aussi ce type de moment-là. Mais j'avais un retour d'expérience sur le fait qu'un design sprint, le tout premier design sprint dans l'entreprise, donc là, c'était plutôt sur du logiciel, mais donc c'était sur 5 jours. Voilà, c'était une méthodologie bien spécifique. Et ben en fait, ça a eu un impact extrêmement fort. Et ils ont vu la puissance du design et la façon dont ça pouvait être mis en place, et que ce simple atelier avait fait gagner 6 mois de travail. Et donc, 6 mois de travail, si tu multiplies par le nombre de salaires, etc., ça a tout de suite fait tilt pour les décideurs. Est-ce que toi, justement, il y a eu des moments comme ça où un peu game changer, où vous vous êtes rendu compte que grâce à des ateliers, grâce à je sais pas, une convention bien spécifique, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu te dis, tiens, heureusement qu'on l'a fait, où on a prouvé la valeur du design à un moment qui était peut-être pas si évident de le faire? oui, certainement. Donc peut-être juste avant de directement montrer un exemple, Ouais, c'est quand même une chose qui a évolué. Donc, c'est très important que tu n'essayes pas de créer ces moments pour radicalement changer, surtout une grosse industrie, une boîte de ouais, X c'est gigantesque. milliards de chiffre d'affaires. Je pense que tu te heurterais et tu te crées plus d'obstacles que d'amis. Donc, je pense que c'est très important dès le départ, de savoir que c'est chaque goutte qui compte. Il faut faire ça avec une longue haleine et avoir beaucoup de patience et Ouais, accepter les hauts et les bas. Donc, ça c'est une chose. Mais après, pour revenir vraiment à ta question, Paul, c'est effectivement, il y a des moments clés. Là,
ce que tu as évoqué comme design sprint, j'avais un projet qui, en fait, est vraiment autre chose. On avait une fois décidé, parmi quelques-uns du leadership team design, on va acheter de vieilles voitures, de vieilles Tatra tchécoslovaques de l'époque, pour pratiquement pas d'argent, parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Et on crée, et on vide une complètement, et on garde la partie extérieure comme un loft, un vieux extérieur. On fait un intérieur loft super moderne, avec des innovations de Forestia à l'époque, c'était encore fort bien. Et là, je parle de 2007, en fait. Donc, c'était avant que la société avait communiqué de cette manière-là. Aujourd'hui, on fait des choses comme ça, beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus aussi encadrées par le top level du leadership de la boîte. À l'époque, c'était presque un petit peu clandestin. Enfin, pas presque, c'était clandestin. Incroyable. Et on a montré ce véhicule-là, qui, même aujourd'hui, je pense que si on fait un search sur des machines, de Google et d'autres, de Premium Attitude, qui est le nom qu'on a donné à ce véhicule. On voit encore aujourd'hui des images. On l'a montré au salon de Los Angeles à l'époque. Sur un tout petit stand, il n'y avait que ça, rien d'autre. C'était un grand game changer dans ce sens-là, parce que ça a ouvert les yeux que, wow, les clients viennent à un niveau aussi très élevé au niveau hiérarchique chez les clients, donc les constructeurs automobiles, pour voir ça. Les mêmes gens ne les auraient pas eu avec juste les prix technologiques sur des tables. Donc je pense que ça a surtout changé la façon de communiquer et de devenir proactif dans cette industrie, dans cette société en particulier, dans l'industrie en général. Ah ouais, trop bien. En fait, vous êtes parti d'un projet clandestin jusqu'à être vu et reconnu dans un grand salon de l'automobile. Et en fait, vous avez pris le parti de faire du neuf avec du vieux, entre guillemets, et en fait de casser un peu les codes de la communication et de la présentation de comment on montre notre design. Et c'est ça qui a marqué les esprits. Tout à fait. Et en plus, ça nous a permis évidemment de montrer des innovations à l'intérieur de ce véhicule qui, à l'époque, semblait encore un petit peu farfelu, mais est-ce que c'est faisable, oui ou non? Mais qui, entre-temps, maintenant, avec beaucoup d'années de distance, ont fait leur chemin, parfois très vite, parfois un petit peu moins vite. Oui, bien sûr. Depuis aujourd'hui, la définition d'un intérieur automobile, des exemples comme un aérateur qui n'a pas l'air d'être un aérateur avec ces lamelles qu'on connaissait à l'époque dans toutes les voitures. Aujourd'hui, on les a plus. Ouais. Produit avec cette voiture-là, ou des rangements, des écrans qui disparaissaient déjà derrière une peau qui bougeait, donc une peau qui fait du morphine, ou des grandes surfaces en bois, mais quand même relativement abordables, pas trop cher. Mais il y avait plein d'idées qui semblaient encore vraiment au concept, juste de design pour le design, devenu après une partie de l'offre de la société. Et à la fois, le fait de garder justement le style, la coque du véhicule, entre guillemets, le style du véhicule, ça montrait que vous pouvez mettre tous les styles que vous voulez. Au final, à l'intérieur, c'est ce qui fait aussi la différence. Et c'est drôle que tu dises ça parce que bon, peut-être que les générations changent, évoluent, mais après, je vais prendre mon cas personnel. J'imagine que mon cas n'est pas celui de tout le monde, etc. Mais je sais que moi, souvent, quand j'ai dit parce que ma mère devait acheter une voiture, et je lui ai dit, surtout, vraiment, fais le focus à l'intérieur, parce que c'est là-dedans que tu vas vivre. Enfin, tu vas passer tes moments de conductrice et pas. Et l'extérieur, c'est important, qu'elle soit jolie, qu'elle soit agréable, etc. Mais vraiment. Voilà, fais en sorte d'avoir des options qui vont faire que tu vas être la plus à l'aise possible dans ta voiture pour caméra de recul, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus sur cet aspect-là, plutôt que la carrosserie. Oui, évidemment. Surtout aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur. Tu faisais référence aux caméras et tout ça, ça fait quand même pas tellement longtemps que des choses comme ça existent, mais aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup plus de choix de faire des choses bien pour ta vie à bord, à l'intérieur, qu'à l'époque où c'était aussi plutôt j'aime pas à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas tellement de différenciation avant que les écrans et d'autres choses arrivaient. Ceci dit, l'extérieur reste important parce que si j'aime pas l'extérieur, si je suis pas en phase avec un extérieur, je ne vais jamais découvrir l'intérieur. C'est ça. Oui, tout à fait. On a tous en tête des voitures, on se dit, oh là là, jamais, j'aimerais, enfin, j'ai pas envie de l'avoir
dans mon Donc, je pense garage. qu'on me voit là-dedans. Ouais, bien sûr, en plus c'est une position. J'imagine il y a eu beaucoup de recherches sur ça, mais tout un aspect social, position sociale, de comment on veut être reconnu, etc. Ouais. Ok. Ça existe Et toujours. Ça a changé un petit peu. C'est pas tellement maintenant les grosses jantes et le oui, look très sportif, mais quand même, est-ce que je veux être un petit peu reconnu comme un petit peu écolo avec une électrique ou pas? Donc, on est toujours très conscient parce qu'une voiture, ça se voit sur le parking, devant les bureaux, sur le supermarché, devant la maison. C'est quand même une ouais, façon de c'est un montrer. On moment important, ouais, bien sûr. peut dire que non, non, c'est pas important, mais si, c'est important. Et, euh, et donc, en tout cas, voilà, super exemple. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens, à leur façon, en fonction de leurs produits, etc. Mais ce côté un peu sortir du sortir du cadre, tout en prenant un peu le cadre qu'il y avait à l'époque et montrer un petit peu la puissance de ce qu'on peut faire et donc avoir une résonance plus forte et de se dire et de mettre en avant que le design peut être au cœur de l'entreprise et que ça va faire gagner de l'argent à l'entreprise et que ça va la faire progresser. Et donc, euh, justement, là, ton équipe, au fur et à mesure, elle évolue. Tu me disais qu'aujourd'hui, vous étiez à peu près une centaine. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est là le setup aujourd'hui, votre organisation même si bon, tu vas pas me citer les 100 personnes, mais vous êtes à l'international. Voilà. Comment cette équipe elle a évolué et surtout comment tu l'as pensé stratégiquement, les différents choix que tu as pu faire. Et j'imagine qu'ils ont changé aussi au fur et à mesure, mais voilà. Oui, donc il y a déjà une chose, il y a pas mal de personnes qui étaient déjà là dans les toutes petites équipes. Comme moi, je rejoins la société il y a maintenant assez exactement 20 ans. Il y en a pas mal qui sont encore là, de ces petites équipes, ce que je prends comme très très positif parce que on leur a pas fait peur. Donc ils sont maintenant plutôt dans la partie leadership parce que c'est des gens qui ont évidemment évolué à l'intérieur de la société. Mais après, évidemment, on a tout simplement grandi. Donc on grandit parce que le business a grandi, il fallait s'adapter. Après, il y a une partie aussi qui sont des acquisitions de la société. Donc, Forestia, à l'époque, avait acheté des sociétés pour agrandir au niveau du scope du produit, donc le périmètre du produit, mais aussi pour les présences dans les régions différentes du monde. Et ça nous a à chaque fois apporté des designers qu'il fallait aussi intégrer. On a beaucoup de personnes, par exemple, pour toute la partie électronique qui ne venait pas de la maison d'origine. Parce que d'origine, c'était plutôt les planches de bord, les sièges, donc les grosses pièces physiques qui sont à l'intérieur d'une voiture. Aujourd'hui, il y a toute la partie software, les écrans, toute l'interaction, tout ça. Et donc là, c'est surtout les achats des sociétés au Japon, en Chine, qui ont permis ça. Donc, il y a une bonne partie de ces ressources-là qui se trouvent aujourd'hui dans ces pays-là. L'Inde, on a développé, pour être très honnête, au début, plutôt comme une source d'ingénierie et aussi de design moins cher. Donc, pour faire du Ouais, d'outsource. Ouais. Entre-temps, il y a aussi des grands constructeurs indiens, laquelle justement il y a une grande dynamique actuellement. Et, et ça, justement, toi, dans le management, intégrer comme ça des designers qui viennent d'un tout autre environnement que toi de base, comment t'as réussi, enfin comment vous avez réussi à faire ça et en soi, en fait, ma question c'est est-ce que vous êtes resté dans le mode l'électronique reste avec l'électronique, les sièges restent avec les sièges, enfin bref, les grosses pièces comme Ouais. tu expliquais. Voilà, ou est-ce que tu as un peu mélangé tout ça? Est-ce que les gens ont changé parfois d'équipe? Voilà. Très bonne question et c'est un discours qui est même toujours d'actualité parce qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Il faut garder les experts pour leur champ d'expertise dans lequel ils ont des contacts directs avec les propres équipes internes, l'ingénierie, le sales, etc., mais aussi avec les correspondants chez les clients. Et il faut quand même avoir une bonne couche transversale où on profite du fait justement que l'intégration entre toutes ces compétences donne beaucoup plus que la somme de chacune des compétences. Donc ça, c'est beaucoup ma bataille aussi aujourd'hui de créer une fonction design qui est aujourd'hui vraiment transversale d'un côté, à travers de tous les champs d'activité de Fort Bien, mais qui reste quand même suffisamment ancré dans les expertises de chacun. Donc ça, c'est un équilibre à chercher. Parce que j'imagine que
que s'il y a des designers sur différentes compétences qui se parlent, parfois il peut se créer des belles histoires et où les deux compétences se muent et va créer un nouveau produit. Je sais pas si ça a eu lieu, j'imagine, mais Absolument. Et bon, on a énormément d'exemples pour ça. Donc aujourd'hui, nous on fait tous les ans des espèces de show cars complets. Donc ce qu'on avait commencé à l'époque là, avec ce fameux Premium oui, Visit les Tata, aujourd'hui on fait des extérieurs, des intérieurs nous-mêmes, pratiquement tous les ans pour les grands salons de Shanghai, de Las Vegas, CES, etc., où on met justement en œuvre cette combinaison des expertises différentes et on crée des innovations qui ne seraient pas possibles à l'intérieur de chacune des expertises. mhm, Aujourd'hui, exactement les exemples que tu as donnés, si je réfléchis seulement à l'intérieur d'un de ces domaines, ouais, je peux faire peut-être un meilleur siège, certes, et je vais arriver à faire des bons produits, mais si d'un coup, sur les mêmes rails du siège, il y a quelque chose qui bouge, mais qui vient de la planche de bord et c'est intégré avec une fonction électronique ou des écrans, etc., je crée d'abord des expériences d'utilisateurs. Et ça. après, je réfléchis, mais c'est quoi les technologies à travers des domaines différents que j'ai besoin pour, pour réussir à créer cette expérience utilisateur. En fait, c'est ça qui est d'accord, ouais, je comprends. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire que on pense plus en technologie enfin, on le pense quand même toujours un peu en expertise, mais globalement, le gros de la réflexion se pose en expérience, en phase. On vous Ouais, découpez, j'imagine, un peu la fameuse user journey de l'utilisateur. Vous découpez ça et là, après, vous intégrez, il y a les idées et ensuite vous intégrez les expertises pour pouvoir les matérialiser et je dirais les challenger un peu et les rendre possibles. exactement, exactement. Et c'est vrai que c'était un petit peu tellement à la mode de faire ça que parfois on est allé trop loin. On arrivait d'une réalité où on a fait ce qu'on appelle du techno-push. On a pris une technologie, on a dit, tiens, Ouais. qu'est-ce que je dois faire pour la vendre? Donc on a poussé la Et technologie vers le marché. On a essayé de trouver le problème qui va avec la solution. On a commencé avec la solution et pas avec le problème. Et après, on a compris que c'était pas bon. On est allé peut-être parfois dans l'industrie un petit peu trop dans l'autre extrême de dire, que des expériences utilisateurs, les user journeys et tout ça, et après trouver des technologies, mais ça commence à être un petit peu lourd parce que parfois il faut avouer aussi, je peux avoir une super technologie qui marche quelque part et je la prends pour m'inspirer, pour dire mais quoi d'autre je peux peut-être faire avec ça. Mm, Moi, je suis pas nécessairement contre le techno-push, mais il faut là aussi, de nouveau, un équilibre entre tout. Et donc, nous, designers, évidemment, on est les avocats de l'utilisateur final dans une société qui a un équipementier, donc qui ne vend pas à mm, l'utilisateur final. Donc, on s'occupe beaucoup de la partie user experience. Je pense que c'est très important de le faire. Et pour qu'on puisse justement faire fonctionner toutes les personnes qui viennent de domaines, des expertises différentes, qui viennent même des sociétés différentes qui ont été acquises à fur et à mesure de l'évolution. Bon, c'est du humain, de nouveau. C'est voyager beaucoup, être avec les gens, leur donner envie parce qu'on les implique directement, pas seulement par email, envoyer une question. Donc, c'est beaucoup ça aussi, ce qui est demandé. Et, et je pense que c'est les profils ensuite que tu as eu dans ton équipe, j'imagine que tu as dû aussi recruter des gens qui étaient beaucoup plus transversales, qui étaient beaucoup plus des expériences designers ou des expériences designers, plus que des gens spécialisés sur justement sur de l'expertise. J'imagine que ton équipe a dû évoluer aussi. Il y a des gens qui voulaient peut-être rester dans leurs expertises et aller encore plus loin, et c'est super. Mmh. Et à la fois des personnes qui ont évolué, qui sont passées d'une équipe à une autre, qui ont essayé de comprendre un peu tout ce qui se passe. Tout à Ça, fait. c'est justement dans ton rôle de manager, c'est ce que tu essayes de mettre en place, comme ça, des parcours qui évoluent d'une expertise à une autre pour ensuite être un peu plus un profil global. C'est un point important, évidemment, comme tu dis. On a dû embaucher quelques personnes qui apportaient des connaissances transversales qu'on n'avait pas forcément, mais presque plus important que ça, à l'intérieur des équipes design à l'ancienne, comme c'était à l'époque, il fallait aussi identifier c'est lesquelles de ces personnes-là qui ont envie tout simplement de grandir. Et Mhm. donc, les exemples les plus beaux, c'est les personnes qui ont elles-mêmes
trouvé ce chemin et qui se sont Ouais, élargis dans leur scope et dans leur expertise à fur et à mesure. Donc, ils restent toujours experts de beaucoup de choses parce que, comme tu dis, ils ont touché à ils ont beaucoup de choses, navigué. Ouais. même géographiquement, à beaucoup de marchés différents. Et donc, ils sont aujourd'hui les plus, les meilleurs, quoi, les plus utiles dans le sens, on peut les utiliser partout parce qu'ils ont une vue très large sur ce qui se passe. Ouais. Aussi les plus épanouis parce que c'est un plaisir. Et, et quand tu arrives chez Forestia, est-ce que ton équipe, elle est déjà très franco-française ou peut-être déjà très européenne et à ce moment-là, tu fais déjà du management international? Ou est-ce que justement c'est avec l'arrivée de toutes ces nouvelles entreprises qui ont été rachetées qu'arrive la partie management international? Et ensuite, ma question c'est euh, comment toi tu t'es adapté à ça? Comment tu as réussi à prendre ce pli? Et, et voilà, il y a un peu les spécificités de ce métier-là qui est En pas fait, anodin quand même de passer du. ouais, et c'est même bon de poser la question parce que j'y réfléchis pas forcément parce que c'était fait tellement de manière naturelle, mais oui, c'était très régional et essentiellement français. Quand je D'accord. suis arrivé un tout petit peu en Allemagne, il y avait 2 personnes aux États-Unis, il y avait personne en Asie encore à l'époque au niveau design. Donc ça, pratiquement 95% de notre présence internationale aujourd'hui a été créée à fur et à mesure quand j'étais déjà là. Des rachats, ouais. Et ce que je fais pour accompagner, je pensais déjà personnellement, déjà, je ne suis pas français, donc j'étais déjà l'étranger dans l'équipe à l'époque. Ça aide à faciliter un petit peu une vue au-delà des frontières. Mhm. Je disais, un bon designer est par définition une personne avec une certaine curiosité pour l'autre, pour les marchés, pour les détails, Ouais. pour l'humain. Donc en général, voyager, c'est plutôt un plaisir. Et pas la partie évidemment voyager vacances, mais la partie vraiment voir la Ouais. réalité ailleurs et mettre aussi sa propre réalité quotidienne, un petit peu relativiser cette vie quotidienne par rapport à ce que je vois ailleurs. La fascination, justement, que quand les Chinois ont commencé à faire des voitures, c'était pendant les dernières 20 ans, il y a comme l'essentiel de l'histoire de la voiture chinoise qui a été créée. Mais c'est super fascinant entre les premières voitures qui étaient des mauvaises copies, mais déjà la génération d'après était des très très bonnes copies. La génération d'après était plutôt une chose que nous, on aurait dû copier côté Europe. Donc cette évolution super rapide, la, la conscience qu'elles avaient de leur propre marché, de l'importance de leur marché, de leur nouvelle richesse dans un pays comme la Chine notamment. Mhm. Et tout simplement une partie qui donne envie de faire ce métier. C'est tellement beau parce que ça évolue tout le temps. Et j'allais dire, un peu comme le Andreas qui fait le tour de l'Afrique en vélo, est-ce que tu retrouves un petit peu cette sensation-là quand j'imagine, vas découvrir, après suite à un rachat, les équipes design en Inde, en Chine, tu passes du temps là-bas enfin voilà, ou est-ce que ça se fait à distance, même si bon, maintenant avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses et puis l'impact écologique aussi de tous ces déplacements, j'imagine que ça, voilà, que tu fais différemment aujourd'hui, mais peut-être qu'au début, enfin voilà, comment ça s'est passé tout ça pour commencer à créer du lien et comprendre peut-être comment ça fonctionne ailleurs? Est-ce que tu as repris ton vélo? Donc, je pense, oui, tu as raison avec cette analogie, ça marche de la même façon. Vélo, ça veut dire tu es sur place, tu n'es pas protégé, tu es vraiment là. Et bien, et ce qui n'est pas bien n'est pas bien, mais tu n'as pas de Oui, pôle de ça. protection autour de toi. Donc, c'est un petit peu la même chose. Certes, maintenant, avec tout ce qu'on est en train de faire nous maintenant, de faire des écoles à distance, les technologies ont évolué énormément, notamment les derniers 5-6 ans. Mais je peux avoir une bonne relation à distance avec quelqu'un si j'ai déjà eu quelques bières avec la personne, pour faire simple. Mhm. Ouais, bien Ou du sûr. vin, ou du saké, ou de quoi que ce soit. Mhm. Donc, il faut quand même passer aussi par cette partie non tangible. Et je pense que c'est en général vrai pour l'humanité, et c'est en particulier vrai pour les personnes qui, comme nous, sont dans un environnement où on est censé être très créatif. Oui. Si j'ai un job où il faut en dénigrer, mais il faut juste fonctionner selon des Faire des processus tout chiffres, à ouais. fait établis, Mhm. c'est moins important. C'est toujours beau de connaître les gens et de connecter avec les gens en personnel, mais c'est moins important. Chez nous, designers, on a vécu ça dans la période Covid. Il y a une limite
à la créativité, à la stimulation de l'un vis-à-vis de l'autre si on n'arrive pas à se voir. Parce qu'on fait Ouais. que des réunions qu'on a organisées, on parle seulement avec les personnes avec lesquelles on a prévu de parler. Moi, j'ai réalisé pendant cette période-là que beaucoup plus que la moitié de mon temps utile dans l'entreprise, c'est des choses que je ne savais pas le matin que j'allais le faire dans la journée. Des petites discussions à la machine de café, quelque chose que j'entends peut-être que si deux personnes Mm. se parlent sur un sujet sur lequel je suis même pas forcément invité, mais qui me font comprendre quelque chose de contextuel dans lequel je peux de nouveau créer Ouais. une stimulation de ma créativité. Il y a tellement de choses de ce genre-là. Ouais, et puis dans les entreprises de cette taille-là aussi, le fameux le déjeuner, et puis puis le déjeuner au final se fait avec un collègue ou une collègue d'une autre personne qu'on connaît pas, et puis là engage des discussions, des réflexions. Ouais. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Et évidemment, dans le design, on finit quand même à faire des choses physiques. On finit quand même à faire des produits. Même s'il y a une partie non physique avec les softwares et tout ça. Donc, à la fin, ça doit aussi se focaliser autour c'est peut-être fédéré autour d'un objet physique où tout le monde regarde, s'assoit dedans, parce que c'est des vraies expériences que tout le monde va faire. Ça se passe sur un écran. Ça se passe par le physique, par le toucher, par le ressenti. Ouais, tout à fait. Et ouais, je vois très bien. Et donc, ça veut dire que tu as passé, au final, aujourd'hui, ton métier, c'est quand même de passer pas mal de temps dans chacun de ces pays-là pour garder, être le fil rouge de, de toutes ces équipes et du design de Forvia. Donc, c'est beaucoup de déplacements. Tout à fait. C'est beaucoup le déplacement, mais j'aime bien, je me plains pas. Mais je suis pas le seul. Donc, on a quand même toute une équipe de leadership qui, Oui, bien sûr. malgré les contraintes financières et écologiques des voyages, qu'on respecte comme tous les autres, mais qui essaye quand même d'être Ouais. passer du temps raisonnable avec les équipes partout dans le Oui, j'imagine que justement, peut-être tu passes un peu plus enfin, tu y vas peut-être moins souvent, mais tu y passes peut-être un peu plus de temps. Oui, exactement. Et ça, j'ai toujours fait quand je dois aller quelque part, n'importe si c'est juste le pays à côté, l'Italie, l'Allemagne, etc., ou si c'est l'Asie, l'Amérique. Si je dois y aller pour un événement, ben évidemment, tu essaies d'ajouter une journée avant, une journée après pour être avec les équipes, pour faire ton propre boulot que tu fais en tout cas. Mais tu es plus là-bas pour vivre un petit peu la réalité normale. Et j'allais dire, une des autres questions, on en a parlé beaucoup plutôt de management descendant, entre guillemets, par rapport à un organigramme. Mais le rôle de VP Design, c'est aussi d'aller parler avec les autres leaders de l'entreprise et souvent d'aller défendre la position du design. Je sais que beaucoup qui nous écoutent, c'est un des grands sujets, la place du design dans l'entreprise. Et donc, toi, comment ça se passe aujourd'hui maintenant, bon, tu es dans l'entreprise, comme tu l'as dit, depuis 20 ans, donc ça doit être un peu plus simple et à la fois, j'imagine qu'on est remis en question tout le temps parce que tout évolue tellement dans votre métier. Donc voilà, la question, c'était un peu comment ça se passe avec les autres leaders de Forvia pour continuer à faire que le design soit au cœur des réflexions. Donc, évidemment, dans une vingtaine d'années, il y a des hauts et des bas, mais grosso modo, je dirais, ça se passe très, très bien et ça évolue dans le bon sens. On a aujourd'hui un PDG, Patrick Collard, qui a très, très bien compris le rôle du design, je pense, qui a cette intuition pour savoir exactement à quoi on sert, pour créer des propositions de produits et services du futur, mais aussi pour avoir un dialogue avec les clients. Donc, je pense que ça, c'est très, très positif. Un peu de chance aussi que j'ai qu'il y a quelqu'un comme ça qui a l'entreprise, certainement. Après, la bataille n'est jamais finie. Justement, l'automobile est en crise. Aujourd'hui, les volumes baissent, on voit moins de voitures et toute cette incertitude autour de électrique, pas électrique, autonome, pas autonome, etc. On pourrait parler des heures. Ouais. Mais tout ça fait qu'on a plus de mal aujourd'hui à gagner l'argent correctement qu'avant. Et dans des situations comme ça, tu peux facilement dire,
Le design ne va pas assurer la survie d'une entreprise pour vendredi prochain. Certes, pourtant 2 ans, 3 ans, 10 ans, oui. Donc, tu pourrais dire, dans des situations critiques, Oui, le court terme prime sur le long terme et on peut faire abstraction des équipes design. On va d'abord les écrasser un petit peu et peut-être ouais, si on sur. survit les problèmes court terme, on va les rétablir. Mm, Et là, ça, je pense que c'est tout le temps une chose où il ne faut pas se positionner comme élite. On est, comme toutes les autres fonctions, très importantes dans le développement bien sûr. des produits et de notre offre, mais on n'est pas moins important que les autres non plus. Et donc, je pense là, l'expérience a montré que toutes ces situations, on sort plutôt pas mal parce qu'on fait partie de ceux qui donnent envie du futur de la société. On est toujours en train de créer le futur de la société, même dans les moments un petit peu difficiles. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, allez, pendant 2 ans, bah, on arrête tous les prestataires, et puis on voit, puis ça nous fait économiser un petit peu d'argent, et puis on repartira dans 10 ans. Mais sauf que votre métier, et ça, ce que je disais un petit peu en introduction, c'est que euh, entre le moment où vous pensez à de nouvelles fonctionnalités, à de nouveaux designs, etc., et où le moment où c'est en production, combien de temps il peut se passer? J'imagine que ça s'est réduit de plus en plus. Mais quand même, il faut être beaucoup en prospective et dans un benchmark continu, et à la fois, il faut peut-être même créer tout le temps. Il faut être vraiment dans la création pure à chaque fois. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Non, justement, il y a des idées que tu peux réaliser très très vite et les mettre dans le développement d'une voiture qui est déjà en développement, mais même là, on parlera de 2, 3 ans. D'accord, Après, donc c'est en oui, année. De toute façon, c'est en année. oui, c'est en année en tout cas, parce que déjà le produit automobile prend du temps. Donc, le moment où tu dis ça, je vais avoir dans la voiture, c'est minimum 1 an et demi avant que ça soit vraiment dans la rue, dans la plupart des cas. Quelques exemples qui prouvent le contraire. Et après, des vrais concepts nouveaux, typologie d'interaction nouveau, qu'est-ce qui va remplacer les écrans un jour, etc. Donc, des choses très, très stratégiques. Là, on parle potentiellement de beaucoup plus. Ouais. Peut-être une grande idée peut-être un aspect de cette idée va voir le jour déjà dans 1 an, 2 ans, mais l'idée complète va voir le jour seulement dans 5 ans, 6 ans ou plus. Ça existe. Donc, il faut avoir cette perspective constamment et dans la relation avec le leadership de la société, il faut toujours être celui qui représente cette envie du futur, cette formalisation d'une offre future, même si elle est peut-être assez différente de l'offre d'aujourd'hui. Et même si, j'allais dire, et même si je pense que toute cette partie-là, euh, prospective, créative, et de suivre le marché, c'est géré par tes équipes. Mais j'imagine que bah, toi, ça fait part, c'est au cœur de ce que tu es aussi, entre guillemets. Comment justement tu réussis à rester un peu en avance sur tout ce qui va se passer? Comment tu réussis à garder ta créativité aujourd'hui dans ce, dans ce métier que tu fais quand même depuis 20 ans? Donc on sait très bien, c'est comme les grands artistes, réussir à se renouveler et tout. C'est super compliqué. Ouais, Euh, Comment toi tu abordes cette question-là? quelqu'un qui travaille, par exemple, dans la finance, quand tu as 25 ans, tu as moins d'expérience que quand tu as 45 ou quand tu as 55 et plus que tu as l'expérience, mieux tu es. Dans les métiers créatifs, c'est presque pire. Évidemment, à partir d'un certain âge, tu ne maîtrises plus le même logiciel parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui. Tu n'observes pas le monde des jeunes, les gens pour lesquels on fait du design aujourd'hui. C'est pas forcément ma génération, c'est souvent des personnes bien plus jeunes d'un autre pays, etc. Donc, je pense que une des choses les plus importantes, c'est évidemment faire confiance à sa propre créativité, de rester curieux, mais c'est surtout s'entourer avec des personnes qui sont mieux que toi-même. Donc, heureusement, j'ai des équipes, des personnes qui sont chacune dans leur spécialité mieux que moi. Ouais, Et je pense qu'il faut surtout pas croire que je suis le chef et donc j'ai besoin des gens qui vont juste faire ce que moi je veux qu'ils fassent. Ça serait dramatique, ça serait pas bon. ouais, Je dis pas que je suis pas créatif, mais évidemment, il faut laisser la liberté à ceux qui ont ça vraiment comme expertise, qui le vivent tous les jours. Il faut leur donner cette liberté, même dans les contraintes industrielles,
d'arriver avec des choses que moi je comprends peut-être pas forcément tout de suite au début. Après, je le découvre et je dis ouais, super, ça marche. Ou parfois, ouais, peut-être moi, super, ça marchera pas. Mais je pense que c'est très important de ne jamais croire qu'on est mieux que ses équipes et de toujours faire confiance que ils vont trouver quelque chose de super, parce qu'ils trouvent toujours quelque chose de super. C'est Oui, surtout parce que pas en amputant et en castrant les gens que tu arrives à des bonnes solutions créatives. ok, non mais très bien. Je pense que c'est important d'avoir ce retour-là parce que c'est vrai que des fois on peut se dire ah mince, il y a des trucs que je suis pas ou que j'arrive plus à me dire mais pour moi ça a du sens mais pour d'autres ça en a. Il faut toujours en effet faire confiance à l'équipe que tu as recrutée qui bah, si tu l'as recruté c'est que ça avait sûrement du sens aussi et puis j'allais dire aussi comment dire ça de s'écouter aussi dans sa capacité à laisser un peu la main Mmh. parfois tout en ayant une sorte d'hypervision parce que tu gardes le contact avec tout le monde et en fait c'est un petit peu ça qu'on comprend c'est que par contre faut pas que tu restes dans ta tour d'ivoire au 55e étage de ta tour mais ton rôle toi c'est vraiment de voilà d'être la personne qui va relier les autres en fait. C'est exactement ça. Moi, j'appelle ça souvent, c'est le job du design leader, c'est de contextualiser, de voir le super boulot, la super créativité de chacun des équipes et de mettre chaque élément dans le contexte des autres éléments. Donc, toujours ouvrir des portes plutôt que les fermer. De voir le potentiel dans une petite idée, mais je vois une autre petite idée, et ensemble, ils font beaucoup plus que les deux idées juste à poser une à côté de Ouais. l'autre. De toujours créer ça ou de voir des opportunités business, c'est pas forcément la partie purement design, mais j'ai peut-être connaissance d'une problématique qui est discutée chez un constructeur automobile aujourd'hui. Évidemment, c'est extrêmement confidentiel, on peut pas trop en parler ouvertement, c'est clair, mais Mhm. en se passant ça, et je vois des idées qui se créent dans un autre contexte, évidemment, je peux créer le pont et dire, est-ce que ça pourrait pas, de manière différente, fonctionner aussi pour ce premier? Donc oui, contextualiser, connecting the dots, comme on dit en anglais toujours, faire en sorte que chaque idée puisse vraiment être, faire vivre sa totalité, son potentiel complet, plutôt que d'être contrainte dans une petite Ouais. phrase. Et puis surtout qu'il ne soit pas libéré à toutes les autres personnes, qu'il ne soit pas partagé euh, et qu'elle reste un peu dans son coin et qu'au final ça accouche de rien du tout. Bon ben super, merci Andreas. On arrive sur la fin de l'échange et c'était hyper intéressant. Il y a plein de trucs. Même moi ça fait écho dans plein de choses dans mon jeune parcours d'entrepreneur et de manager. Donc, merci beaucoup. Et pour terminer un petit peu l'échange, on fait un focus j'aime bien faire un focus sur quelques recommandations que tu pourrais faire à nos auditrices et auditeurs. Est-ce que toi, tu as un livre dans le design ou pas que tu conseilles voilà, pour s'inspirer? Je ne vais pas te donner un livre, mais une chose, moi je ne lis pas les livres de design en général, et surtout pas les livres de business. On a Ouais. plein. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi. Ce que moi je lis beaucoup, j'essaye de lire un maximum de ce que mon temps me permet, et je lis souvent vraiment des choses très très différentes de la grande littérature. Ça peut être un Tolstoï, je viens d'en finir un, mais vraiment, je pense pour un designer, c'est important aussi de vraiment Ouais. De s'extraire de son quotidien. faire de son monde dans un autre environnement historique, dans un autre moment géographique, et de regarder justement les gens qui, justement, comme des grands écrivains qui normalement ont énormément de talent pour bien décrire les subtilités d'une vie, les subtilités d'une situation, etc. Donc, moi, je trouve plus de force ou de renouveau dans ce genre de littérature que si j'essaie de lire énormément de bouquins sur le design. Évidemment, il faut s'intéresser à ce qui se passe au design. Je recommande plutôt de chercher
la grande littérature. Ok. Et est-ce que tu as un site internet ou des réseaux sociaux que tu suis parfois pour rester, pour faire ta veille, pour faire un peu ton benchmark? Ou est-ce que peut-être que même dans ton équipe, tu as des gens qui sont spécialisés un peu sur ça et à ce moment-là, vous recevez un petit peu de veille, de l'information? Voilà, en gros, l'idée, c'est comment l'information vient à toi, vers quels canaux Ouais, donc là, t'orientes. j'espère de ne pas te décevoir si je parle de nouveau une chose très précise. Effectivement, on a des gens qui regardent ça un petit peu plutôt parce que c'est au cœur de leur métier, donc les sites web, le WGSN ou le Stylus et d'autres. Bon, effectivement, très très bon. Mais de nouveau, ma vraie réponse, et c'est malheureusement un petit peu similaire à celle que je viens de faire, c'est regarder tout ce qui se passe. Si c'est en politique, d'avoir toutes les sources qui se contredisent, pas seulement se confirmer dans une source que j'ai déjà choisie, qui semble confirmer mes propres convictions. C'est comme pour la partie sociétale, surtout des médias des pays différents. Si on est dans le design comme nous, automobile, regardez ce qui se passe dans d'autres domaines du design, surtout notamment les domaines qui évoluent un petit peu plus vite, qui sont complètement différents. Si c'est sur les matériaux, dans la mode, dans le sport, si c'est sur l'interaction, dans la communication électronique, etc. Mm. Donc, je pense que c'est plus que de choisir de trouver un médium fétiche que je regarde tous les matins, ouvrir à tout. Ok. Et Et j'allais même dire ouvrir à tout et voire même peut-être fermer celui du design, entre guillemets, et ouvrir dès que tu t'ouvres à entre tout, guillemets. Hmm. j'ai remis un petit peu le trop d'un seul domaine. Mais je pense que c'est vraiment important. J'aime pas être dans une tour d'ivoire. Les designers qui vivent seulement dans un monde design, ça marche peut-être pour quelques industries, pour quelques réalités, certes, mais dans une industrie automobile comme la nôtre, on est trop, entre guillemets, seulement une fonction parmi beaucoup d'autres. Donc, il faut surtout pas s'enfermer dans sa propre conviction. C'est notre rôle dans l'entreprise. Il faut qu'on joue le rôle du design. Il faut pas se cacher. Mais en même temps, il faut être surtout ouvert à comprendre les arguments des autres, à comprendre les raisonnements des autres, les contraintes des autres. C'est pour ça, je pense, c'est le basique du design, d'être curieux sur tout ce qui se passe. Comme je dis, sociétal, technique, technologique, les nouvelles technologies, certes, sans même tout de suite comprendre est-ce que ça aura un impact sur le design, oui ou non. Souvent, ça en a un, mais pas toujours. Mais Ouais, bien vérifier sûr. toujours en fin de semaine, est-ce que j'ai seulement vu et regardé les choses qui me confirment dans mes propres convictions, ou est-ce que je me suis fait bousculer un petit peu en cherchant peut-être des opinions qui me contredisent ou qui me mettaient en question. C'est là où on grandit. Tu sais qu'en plus, ça, c'est un des grands sujets des réseaux sociaux aujourd'hui, où vu qu'on va aimer le contenu de certains, au final, on rentre dans une bulle de contenu qu'on apprécie. Et on a rarement du contenu, enfin en tout cas qui va dans nos convictions, mais on a rarement du contenu qui va peut-être un peu à rebrousse-chemin sur certaines choses. Ok, merci, merci pour ce retour. Et enfin, les deux dernières questions qui sont peut-être les plus compliquées. Est-ce que tu as un film à nous recommander et un album de musique? Parfois, en choisir qu'un seul, c'est compliqué. Ouais, non, c'est effectivement très, très compliqué. Alors, film, je suis connu, tout le monde rigole sur moi. Je suis vraiment pas cinéma, moi. C'est D'accord, ok. ce que je viens de dire, il faut s'ouvrir. J'adore aller au cinéma, mais c'est jamais moi qui aurait l'idée. Ouais, l'envie On va au de. cinéma. Si je peux choisir entre je suis avec les gens, je vais au cinéma. C'est toujours la première que je prends. Donc, film, non. Et c'est pas intelligent ce que je dis, mais c'est plutôt parce que je préfère être avec les gens dans un échange direct que dans des films. Ok. Mais et je ne veux pas échapper dans un autre monde. Mais ceci dit, je sais que les films sont comme les livres, comme tout ce que je viens de dire. Il y a des films extraordinaires qui stimulent. Donc, je me contredis quand je dis que je suis pas très cinéma. Album, quand même, peut-être un petit peu plus. Et comme tu dis, c'est très, très difficile d'avoir un seul. J'aurais du mal parce que je ne suis pas préparé à ça. Ce qui me vient en tête, c'est c'est quoi d'ailleurs le nom, le double album de Led Zeppelin qu'ils ont fait, le double noir, là, comment il s'appelle J'avoue, je sais pas. je ne vois pas le nom maintenant en tête, mais qui est tellement varié dans les façons complètement différentes qu'ils ont fait. Ils ont fait le Physical Gravity, c'est pas celui que j'ai en tête maintenant, mais qui ça pourrait aussi s'appliquer. Si, And physical. Ouais. the song remains the same, c'est l'autre, je pense. Ouais. Et
Il parle de physical. J'ai tapé sur internet Led Zeppelin double album. Il parle de physical graffiti. Donc ça c'est un, et l'autre c'est le live qui Ouais. était le The Song Remains the Same, parce que c'est justement, c'est tellement dans des choses complètement inattendues et fort et beau tout simplement, et au niveau artistique extrêmement C'est performant. une œuvre. Ok, super. Merci Andreas. On va se quitter sur ça. Il y a eu plein de belles choses à comprendre et voilà, et à garder de tout cet échange. Donc merci beaucoup Andreas. Et puis on continue de se suivre sur les réseaux. Et puis j'espère te rencontrer physiquement bientôt. Et puis je te dis à bientôt, tout simplement. À très bientôt, Paul. Merci beaucoup pour ton temps. Au revoir. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.